Bonjour à tous et à toutes, je suis ici avec Michel Rousseau dans le Vaucluse, chez lui, dans sa région, et je suis honoré de faire partie de ce parcours initiatique des lieux de tournage de son film. Michel, est-ce que tu vas nous guider sur les traces de ces lieux insolites du tournage de ton film? Oui, tout à fait, on va voyager sur plusieurs endroits insolites, un peu du Vaucluse, des lieux énergétiques. Et puis on a eu la possibilité de visiter les souterrains d'Albion en effet. Et voilà, ce sont des images rares que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Du tout neuf, tout exclusif, en avant, c'est parti. À quel endroit sommes-nous et que signifie ce lieu dans le cadre de ton film? Eh bien, nous sommes ici au pied du mont Ventoux, à quelques kilomètres de Carpentras. Ce décor correspond à la scène de fugue de Sarah. C'est une scène très importante car l'idée principale de ce film était de montrer que nous sommes à la fois spectateurs de notre réalité mais que nous pouvons aussi devenir des acteurs. Des expériences de physique quantique nous démontrent que non seulement une molécule peut être présente à deux endroits à la fois, c'est le principe des multiréalités, mais aussi que notre simple regard influence la réalité. Donc Sarah est un personnage qui est manipulé, à qui on impose dès l'enfance une réalité. Et elle se sent donc très seule et on lui demande toujours, son rôle c'est toujours d'obéir. Et ce qui est important dans cette scène de fugue, c'est dans cette prison, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre vers une autre réalité puisque Sarah va apercevoir un ovni. Elle va croiser donc d'autres fréquences qui vont faire basculer sa vision de la réalité. Et pour symboliser ce croisement de fréquences, j'ai utilisé un décor naturel avec des oliviers qui ont plus de 500 ans et qui semblent ancrés et figés pour toujours. Donc tout ça pour montrer que nous subissons cette matrice en 3D et que nous ne sommes pas conscients de la réalité d'autres fréquences et des réalités multiples. Ôter le voile de la matrice, c'est élargir le champ de notre conscience pour se reconnecter à la source. La base de l'éveil individuel consiste à la fois à absorber et émettre des fréquences pour réencoder notre réalité. Lakhovsky avait prouvé que l'on pouvait guérir nos cellules et donc nos maladies à l'aide d'émissions de fréquences. Méditation, yoga, alimentation saine, éloignement des ondes nocives, décalcification de notre glande pinéale. Mais revenir à la source, n'est-ce pas se remémorer que nous sommes constitués d'environ 70% d'eau? Des chercheurs comme Luc Montagnier et Masaru Emoto ont consacré une partie de leur vie pour tenter de démontrer que l'eau a une mémoire et est porteuse d'informations. De l'eau encodée pourrait-elle nous déprogrammer de la matrice, nous purifier? C'est donc naturellement que nous faisons une halte à la source de Saint-Jean, à Saint-Didier dans le Vaucluse, où jaillit une source miraculeuse. J'accueille Émilie, qui est l'actrice des Gardiens de la Matrice, et elle va nous raconter la légende de ce lieu magique où coule une source miraculeuse. Et on est sur les traces du parcours du tournage du film. Et celle-ci, ce lieu-ci, ne figure pas dans le film, mais c'est dans la région et on tenait à vous le montrer parce que c'est important pour la suite. Bonjour, alors Saint-Jean était une personne pieuse qui vivait dans le recueillement. Et un jour, il dit aux gens de Monteux qu'il allait arrêter de pleuvoir et il fait en sorte qu'il arrête de pleuvoir, on ne sait pas comment, ça c'est la légende qu'il raconte. Et il vient ici vivre en ermite, donc il vit avec une vache, il a apprivoisé un loup pour labourer son champ. Et 2 ans plus tard, les gens de Monteux viennent chercher la maman de Saint-Jean et lui demandent de faire revenir son fils pour avoir de l'eau, pour qu'il repleuve. Et ils ont fini par le retrouver ici et lui ont demandé de faire pleuvoir, de donner de l'eau. C'est là que Saint-Jean aurait mis son doigt et aurait fait couler de l'eau. Là encore, la légende raconte qu'il aurait même planté les 2 doigts et dans l'autre trou, il y aurait eu du vin. C'est sa mère qui lui aurait dit d'arrêter voilà. La source de vin. Voilà. Elle n'était pas une grande buveuse apparemment. J'ai souvent des vertiges et quand je suis prise de vertige, j'en ai pendant des mois.
Et cet été, j'en ai eu. J'étais malade et je sentais que les crises étaient pires qu'avant. Et c'était au mois d'août, et en pleine sécheresse. On est monté jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de mal à monter, j'étais vraiment très malade. Et arrivé dans ce lieu, je me suis déjà sentie beaucoup mieux. Alors nous avons rempli une bouteille d'eau, et j'ai bu de cette eau. Et on a rempli plusieurs autres bouteilles d'eau. Et j'en ai bu pendant 2-3 jours. Et même le soir même, ça allait beaucoup mieux. Le lendemain, encore un peu mieux, puis un peu mieux. Puis 3 jours après, j'avais plus rien. Apparemment, ce dolmen est très chargé. Michel va nous raconter la scène qui a été tournée ici, pourquoi il a choisi cet endroit et qu'est-ce qu'elle signifie. Voilà, nous sommes donc à Ménherbe, au domaine de la Crichoune, qui est donc à 1 ou 2 kilomètres de Ménherbe. Et ce lieu a été choisi pour symboliser la poussée énergétique en fait que ressentait la jeune fille. Donc on a vu tout à l'heure qu'elle était passée par un chemin lorsqu'elle a voulu faire sa fugue. Avant d'arriver à l'Olivier. Oui. Voilà. Et elle était passée d'ailleurs à un moment devant un troupeau de moutons. Donc c'était pour montrer en fait le fait qu'elle est en pleine ascension et qu'elle ne se préoccupe pas du tout des moutons et qu'elle essaye d'avancer. Par le biais de ce dolmen, je voulais lancer l'idée du vortex, c'est-à-dire que elle s'évanouit et elle rentre dans une autre dimension où elle reçoit un message télépathique qui va la faire avancer spirituellement. Sarah, tu n'es pas venue ici par hasard, mais par ta propre volonté. Ton taux vibratoire te permet de capter les fréquences de ce portail, et parfois celles de mondes invisibles. Mais prends garde, ta peur et tes émotions sont des freins pour ton évolution spirituelle et notre plan. Donc ta fille, l'actrice, s'est sentie mal pendant le tournage à l'intérieur du dolmen. Ouais. Mais même moi aussi, on est resté très peu de temps en fait sur le lieu même parce que bon, ce sont des énergies quand même qui sont assez puissantes et qui ont des répercussions sur les individus. Lieu sacré, amplificateur, point d'acupuncture sur la Terre. Autrefois, nos ancêtres savaient manipuler les énergies et ériger des antennes. Aujourd'hui, d'autres antennes font partie de notre décor. Nous sommes à Rustrel. 4 kilomètres d'étranges souterrains aboutissent à la salle dans laquelle il était encore possible de déclencher les lancements des missiles nucléaires il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, une poignée de chercheurs se relaient ici pour divers tests et expériences. Nous profitons de cette visite exclusive pour glisser quelques questions à notre guide. Nous apprenons ainsi qu'il existe une galerie jumelée, mais impossible de la visiter. Elle aurait été condamnée pour des raisons financières. Étrange, des centaines de mètres de souterrains seraient donc abandonnés, inexploités. On nous confie également qu'un silo vide reste lui quand même ouvert, pour laisser un souvenir de cette période. Seconde surprise, des séries de mesures sont effectuées sur la résonance Schumann. Ce centre figure parmi les 3 meilleurs laboratoires au monde pour la recherche sur la masse manquante de l'univers. Alors que nous faisons surface, nous sommes cette fois accompagnés par la lune du siècle. Nous profitons pendant quelques heures de ce superbe spectacle, sans imaginer un seul instant que nous allions de surprise en surprise dans cette aventure. La simple évocation du plateau d'Albion est associée à de nombreuses rumeurs, des témoignages étranges.
Service secret français, avec le réseau Échelon qui scrute les moindres conversations, une ancienne base de lancement des missiles nucléaires, un contingent de 1000 militaires, des témoignages de Men in Black, des ovnis ou encore des chiens pris de violentes crises de panique. Ce lieu ne cesse d'intriguer. Malheureusement, on trouve souvent des copier-coller éparpillés sur le web et les sources précises ne sont pas citées. Dans son ouvrage intitulé « Nos maîtres les extraterrestres », l'ufologue Jimmy Gueux parle de la vague d'OVNI de 1985. À force de persévérance, il avait échangé une série de courriers avec le ministère de la Défense et avait ainsi établi le rapprochement direct entre l'ouverture de silos et le survol d'OVNI 48 heures plus tard. Alors, s'agit-il de rumeurs ou existe-t-il des témoignages pour confirmer ce phénomène étrange ? Il existe bel et bien des traces documentées concernant des ovnis qui auraient survolé la base d'Albion le 20 septembre 1980. En effet, cet événement est répertorié par le GEPAN et pas moins de 9 militaires ont fourni leur témoignage à la gendarmerie. 9 témoins. Voici un cas suffisamment rare pour qu'on s'y intéresse de près. Dans le procès-verbal de la gendarmerie, il est question d'au moins 4 boules de couleur orangée, dont l'une au-dessus des zones de lancement. On parle de boules grosses comme des boules de billard, ou même de ballons de football. Elles s'allumaient, s'éteignaient pendant des heures, se déplaçaient de haut en bas, parfois accompagnées d'un flash blanc. La distance la plus proche est évaluée à 300 mètres par l'un des témoins. Le ciel était couvert ce soir-là et il y avait du vent et des éclairs. Un membre de la brigade ajoute qu'aucun objet ne s'est posé. Le GEPAN, quant à lui, déclare « On peut envisager sérieusement l'hypothèse de reflets dans la nuit et sur les nuages bas des phares des voitures d'une course automobile sur les pentes du Mont Ventoux. Pourtant, il est bel et bien question de boules au-dessus de la base et non sur les pentes du Ventoux. Des boules qui se déplacent parfois de haut en bas. Des boules qui avaient parfois la taille d'un ballon de football. Comment peut-on envisager qu'il s'agisse bien de phares de voitures sur le Ventoux, situé à de nombreux kilomètres? Nous avons découvert des documents officiels. Mais si nous souhaitons vraiment avancer dans cette affaire, quoi de mieux que d'interroger des militaires qui ont vraiment servi pendant plusieurs années sur la base d'Albion et à différentes époques. Je vous propose à présent de découvrir 3 témoignages exclusifs. Nous avons pu obtenir ce premier témoignage sous la condition d'un anonymat total, par mesure de discrétion liée au secret défense, mais aussi suite à des menaces. Eric est venu se confier en privé auprès de Mark Gray à la suite de l'une de ses conférences en 2016. Lors d'échanges réguliers qui ont suivi, nous avons pu tester la crédibilité de ce témoin qui a pu fournir des informations très précises et détaillées. On regarde tout de suite en images. Eric, vous avez servi en tant que militaire sur le plateau d'Albion et vous avez assisté à un phénomène très étrange qui vous a marqué. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quand c'est arrivé et ce que vous avez vu ? Alors ça s'est passé en 1987, quand j'étais militaire sur la base d'Albion. Un jour, j'ai vu 2 maîtres chiens qui semblaient complètement paniqués parce que leur chien était dans un triste état et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui leur était arrivé. Vous avez pu voir ces chiens. Qu'avaient-ils de particulier ? Eh ben, les 2 chiens ressemblaient à des statues. Ils étaient tétanisés. Leur corps était comme du carton. Leurs yeux pendaient et ils n'étaient plus dans leurs orbites. Leurs gencives étaient bleu marine, complètement sèches. Il n'y avait aucune trace de sang, pas de crocs cassés ni de pattes abîmées. Ils ne grognaient pas, ils étaient figés, en état de choc. On entendait comme une sorte de râle. Et les maîtres chiens, ils ne se sont pas expliqués sur ce qui a pu provoquer ce phénomène ? Non, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Eux aussi, ils étaient très choqués. Ils ont simplement dit que leurs chiens ont eu une crise de panique. Pensez-vous que ces chiens auraient subi des radiations ou des fréquences nocives ? Alors, les maîtres chiens, comme ils m'ont dit, ne quittaient jamais leurs chiens. Alors pourquoi les chiens et pas eux ? Alors ce que j'ai pu constater, c'est que les poils n'étaient pas brûlés, ils ne les perdaient pas non plus. Le plus choquant était les yeux d'un des chiens qui pendaient. Et que s'est-il passé après ? Ensuite, les chiens sont décédés très rapidement, en quelques heures. Et on nous a demandé de ne parler de cette histoire à personne.
Ensuite, tout est rentré dans l'ordre. Pas vraiment en fait, non. J'ai appris en discutant un peu avec des collègues que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des problèmes avec les chiens à Albion. Il y avait aussi d'autres phénomènes étranges qui se passaient là-bas. Il y avait régulièrement des véhicules noirs autour des silos près des chemins de ronde. Je sais que vous n'aimez pas trop en parler, mais vous m'aviez confié que le lendemain de cette histoire, votre vie a changé et que des phénomènes d'abduction que vous aviez subis quand vous étiez enfant se sont intensifiés. Il m'est arrivé pas mal d'ennuis à la suite de cette histoire avec les chiens. J'ai été agressé à 2 reprises par quelqu'un qui me suivait. À partir de ce jour, j'ai eu à plusieurs reprises des temps manquants. Je me suis retrouvé couvert d'hématomes au petit matin, des douleurs au sternum, des migraines effroyables. Il vous arrive encore aujourd'hui d'avoir des temps manquants ? Si je me souviens, le dernier en date, c'était le mois dernier. J'ai eu un temps manquant d'environ 2 heures à l'intérieur de ma voiture, avec mes enfants à l'arrière. Et depuis, ma voiture est immobilisée, elle ne fonctionne plus du tout. Tout l'électronique a bugué, ne marche plus. Comment se déroulent ces temps manquants ? À chaque fois, je ressens que ça va arriver. Et je lutte dans ma tête pour que tout ça n'arrive pas, mais je ne peux absolument rien faire. Et je suis prévenu quelques secondes à l'avance, en fait, par un ressenti, un sentiment à l'intérieur de moi. Et en fait, la dernière fois, j'ai vu un être humanoïde avec une cape, sans visage, sur le bas-côté dans le fossé qui longe la route. Et ensuite, tout s'est déroulé au ralenti, tout a rétréci, ça s'est allongé autour de moi. Enfin, ce n'est pas une paralysie du sommeil, comment expliquer quand ils font des prélèvements, j'ai tous mes sens en éveil, mais je ressens une odeur sucrée, les couleurs, et surtout un son terrifiant que j'entends à chaque fois. Vous connaissez ces hommes gris? Oui, ils sont déjà venus me voir. Notre deuxième témoin est un militaire retraité qui avait publié par écrit son expérience il y a quelques années. Après maintes recherches et des aides précieuses, j'ai pu retrouver sa trace pour l'interroger. Ce témoin m'a fourni de nombreux documents attestant de sa présence, mais aussi concernant ses compétences dans cette affaire qui va au-delà du secret défense. Comme vous pourrez le remarquer, l'un des documents présentés a en effet été transmis au bureau cosmique de l'OTAN. L'identité de ce témoin restera bien entendu confidentielle et je remercie Jacques d'avoir accepté que l'on diffuse certains de ces documents que nous allons voir maintenant. Bonjour Jacques, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? En quelle année étiez-vous en service sur la base d'Albion et quel poste vous occupiez? Oui, bonjour Michel. Donc je suis arrivé sur le plateau d'Albion en 1979. Donc ma spécialité était rattachée à l'aéronautique puisque j'étais dans les forces aériennes stratégiques. Et je suis arrivé en tant que mécanicien environnement avion. La première année, j'étais surtout rattaché à la maintenance des matériels concernant l'environnement du missile balistique et puis de l'objet nucléaire. Oui. Et puis je m'emmerdais un peu et j'ai dit à mes chefs, voilà, moi je ne reste pas, si c'est pour faire de la mécanique, je suis venu ici pour faire du nucléaire. Et donc je fais du nucléaire où je m'en vais. Donc le chef des moyens opérationnels a très peu apprécié, comme je suis un individu d'un peu de caractère. Et il m'a dit, bon ok, j'ai besoin de contrôleurs de sécurité nucléaire, votre spécialité n'est pas ouverte, on va faire une exception pour vous. Et je vous mets à l'essai pour 6 mois, et si ça ne marche pas, je vous fous au trou pour 30 jours. Donc je dis, c'est très bien, moi je prends le deal et on y va. Donc je suis parti en formation à Cazaux, et puis ensuite à La Hague, et ensuite, ça m'a pris quelques mois. Je suis revenu en 1980 pour faire ma formation en tandem avec un contrôleur statutaire. Et j'ai ensuite été admis en 82 en tant que contrôleur par pleine et entière, contrôleur de procédure de sécurité nucléaire.
Alors mon rôle en tant que contrôleur de procédure nucléaire, c'est d'encadrer l'équipe technique qui équipe l'ogive de tous ces équipements militaires, c'est-à-dire qui constituent l'arme militaire autour de l'ogive. D'accord. Donc je suis là pour assurer que les protocoles soient suivis suivant les consignes particulières de sécurité nucléaire, les CPSN, et à interrompre la procédure d'assemblage dès qu'il y a une anomalie, quitte à la faire revenir en arrière ou quitte à engager une procédure d'urgence. Donc c'est moi qui suis leader en dernier recours lors des procédures d'assemblage, de désassemblage des armes qui se passent aux DANS, à 4 km du centre de la base, parce qu'il y a quand même des risques explosifs sévères, et aussi lors des procédures de pose de l'ogive sur le missile SSDS et de dépose du missile CEOA en cas d'accident, qui suit le capitaine à bord et qui coule avec le navire. D'accord. Donc une place vraiment à responsabilité. Et dangereuse. Oui, tout à fait. On a entendu dans ce reportage une autre version des faits qui concerne la gendarmerie, concernant la nuit du 20 au 21 septembre 1981. Vous avez une autre version des faits à nous raconter? Oui, donc il faut quand même se mettre à la place des gendarmes. Bon, moi je connais bien les gendarmes puisque nous travaillons avec eux au titre de la responsabilité à la sécurité gouvernementale sur les matières radioactives. Donc eux sont là pour assurer qu'on ne part pas avec un petit morceau d'uranium ou une petite ampoule de tritium. Et je travaillais toujours avec eux. Chaque fois que nous déplacions sur une arme, il y avait un gendarme avec nous. Donc les gendarmes ont une version, disons, administrative officielle, qui est un peu le reflet donc, de ce que les autorités gouvernementales veulent délivrer au public. Ils ne peuvent pas tout dire. Oui. Donc, je me mets un peu à leur place. Et le GEPAN aussi, qui est encore une émanation administrative encore plus subtile de l'opinion, enfin du diktat gouvernemental, a aussi sa façon d'exprimer les choses. Ce sont des gens qui sont cantonnés dans des clauses de sécurité très restrictives et il faut un peu se mettre à leur place. Oui, tout à Donc fait. ce qui a été restitué est une partie très édulcorée. En fait, moi, la version que j'ai eue par les commandos était beaucoup plus détaillée. Oui. Donc, moi, il faut quand même savoir que j'étais à ce moment-là en alerte opérationnelle permanente, j'étais en position d'alerte opérationnelle ou de récupération. Donc, étant célibataire géographique, lorsque cet événement s'est produit en septembre, c'était en septembre 80, je ne sais plus trop, 80, je crois. Ouais. Et donc, moi, quand je suis rentré 2-3 jours plus tard, les événements étaient en train, la base était encore un peu sous le choc, et les événements n'étaient pas encore dissous, quoi. Les gens parlaient entre eux, et les commandos, avec lesquels moi je travaillais, parce que Notre-Dame s'était constamment protégée par des commandos, m'avaient exprimé un peu leur désarroi, parce qu'ils avaient vu leurs collègues revenir dans un état épouvantable, et certains de leurs collègues avaient été mutés d'office après. Donc, ils sont venus vers moi, puisque moi je faisais partie de la commission de base qui réglait les problèmes logistiques avec le commandement. Ils sont venus vers moi d'une part parce que moi je m'occupais de leurs problèmes logistiques personnels, y compris les repas, notamment parce qu'ils poussaient vraiment des choses pas très bonnes. Oui. Et ils me connaissaient comme ça, et ils m'ont demandé ce que j'en pensais, parce qu'ils savaient aussi que je m'occupais des affaires OVNI. On a eu chaque fois sur le plateau d'Albion, dans nos interventions sur les silos, on a eu des manifestations directes et indirectes des OVNI. Donc ils savaient que je m'occupais de ça. Ah. Et ils m'ont dit, voilà, chef, parce qu'à l'époque j'étais encore sergent-chef, ils m'ont dit, chef, c'est la cata, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va devenir. On a des gars qui sont partis à l'Aveyron, à Marseille, à l'hôpital de l'Aveyron. On a les chiens qui sont crevés, et puis on est en train d'entendre parler qu'on va nous muter. Donc c'est ce qui a déterminé qu'ils viennent vers moi. Selon eux, lors de la deuxième inter, parce qu'il y a eu une première inter qui a été envoyée donc par la base sur ce silo, la ZS 24, qui est en face de la base,
Et le poste d'entrée de la base, le poste de police de la base, avait vu effectivement ces rougeoiements, parce qu'ils ne voyaient pas les objets. Ils voyaient une espèce de zone orange au-dessus de la VDL. Oui. Et simultanément, le PCT, poste de commande de tir de Russe 13, au niveau des officiers de tir, avait toutes les alarmes qui s'allumaient sur ce silo. Donc ce qu'ont fait les officiers du poste de commande de tir, ils ont averti le centre opération base de ce qui se passait. Et le centre opération base, qui règle toutes les opérations de sécurité sur la base, a averti effectivement donc les commandos. Ils ont envoyé une première interne avec une jeep et puis 2 bonhommes. Et les gars, quand ils sont arrivés là-haut, ils ont dit, ils ont prévenu le COB, ils ont dit, on a un truc sur le silo, c'est un truc qui est posé, on voit pas trop ce que c'est un engin, c'est tout rouge, et il y a des gars qui sont sur le silo, qui sont sur la porte. D'accord, donc on voyait déjà plusieurs entités, on va dire. Oui, enfin, eux, ils n'ont pas dit ça comme ça. Oui, oui. Ils ont exprimé les choses en langage d'intervention militaire. Oui, oui. Ils ont dit, on est des intrus. Oui, mais il y avait déjà plusieurs... On est des intrus qui sont dans la zone. Donc à ce moment-là, eux, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Ils n'avaient pas le droit de foncer, si on peut dire entre guillemets, parce que la zone était fermée. Donc il y avait un protocole d'ouverture de la zone de lancement. Oui. Et ce protocole, il était à la charge d'une deuxième intervention avec des commandos désarmés des chiens. D'accord. Donc ils sont partis avec les clés, entre guillemets. La deuxième inter est partie avec, je ne sais plus combien ils étaient, 3 ou 4, et puis 2 chiens. Et là, pour intercepter les intrus. Ils ne s'occupaient pas du problème du phénomène fantastique, ça les concernait pas. Oui, oui. C'était un protocole d'intervention militaire. Quand ils sont arrivés sur la ZL, donc ils ont encadré la ZL, donc c'est leur périmètre de sécurité, ils ont demandé l'autorisation du centre opération base d'ouvrir. Le centre opération base leur a donné le OK, ils ont ouvert, et après ils ont rendu compte de ce qu'ils voyaient sur la zone. Ah. Donc ils ont dit, on a 2 engins, 2 choses rouges qui sont posées au sol, et on a des intrus qui sont sur le sol à côté. Et à ce moment-là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les ordres? Le COB leur a dit, vous intervenez, vous suivez la procédure d'interception. Donc ils sont rentrés sur la VDL, ils ont ouvert la deuxième clôture, puisqu'il y a une clôture de manière extérieure et une clôture de sécurité intérieure. Ce sont quand même des clôtures qui faisaient 2,50 m facilement. Oui. Et ils ont ouvert la deuxième clôture, ils ont fait des sommations. Première sommation, on va faire usage de la force. Pour les intrus, de se fixer et en quelque sorte, de se fixer, de se mettre au sol. Les intrus, on les ont ignorés totalement. Ils ont fait une deuxième sommation, ils ont dit on envoie les chiens. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Ils ont envoyé les chiens, et là, les intrus, à ce moment-là, ont envoyé des radiations ionisantes sur les chiens. Ils avaient des objets qui ressemblaient à des armes, si on peut dire, dans les mains. Oui. Ils ont envoyé les rayons sur les chiens. Les chiens, à ce moment-là, ont été stoppés net. Ils ont fait cul par-dessus tête, et ils sont repartis en hurlant, direction les clôtures. Ils ne sont même pas passés par le portail, ils ont sauté les clôtures. D'accord. Double clôture de 2,50 m, intérieure et de maniale. Ils ont grimpé sur les clôtures, en hurlant, ils ont sauté les clôtures, ils sont partis sur la clôture extérieure, ils ont sauté aussi, ils ont perdu les chiens. Ils ont sifflé, ils ont rappelé, les chiens, c'était impossible. Les chiens sont partis en gueulant, il n'y avait pas moyen de les faire revenir. Donc là-dessus, ils ont demandé au COB l'autorisation d'engager les armes. Le général, à ce moment-là, a été consulté, parce qu'à ce moment-là, il faut l'ordre du général. Ce genre de procédure ne peut être donné que par le général commandant à la base ou le préfet. Donc, le général était déjà tenu au courant. Ils ont demandé l'autorisation, le COB a demandé l'autorisation au général d'engager les armes. Le général a dit, vous l'engagez.
ils ont donc vraisemblablement fait des coups de sommation en l'air. Oui. Premier coup de sommation en l'air. Et comme les intrus continuaient leur petit business sans s'occuper d'eux, après ils ont tiré dessus. D'après ce que j'ai pu savoir, ils ont tiré. D'accord. J'ai débloqué les FAMAS et tiré sur les intrus. Et à ce moment-là, les intrus ont dirigé leurs armes vers eux. Et il y a deux gars qui sont tombés par terre. Leurs collègues ont dit on rentre, on replie. Ils ont ramassé les bonhommes. Ils ont refermé la zone. Ils ont demandé les ordres au COB pour la suite des opérations. Le COB leur a dit on arrête tout, on voit le général. Le général a dit on arrête tout, on voit avec le COFAS, le centre d'opération des forces aériennes stratégiques. Oui. À Paris. Et là, après, qu'est-ce qui s'est passé entre le COFAS, le général commandant le premier GMS, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont déclenché après une intervention aérienne. Je pense qu'il y a eu des avions envoyés, ça je n'ai pas eu le détail. D'accord. Je sais qu'arrivé à ce stade, donc c'est passé au stade du commandement des opérations des forces aériennes stratégiques à Paris, et c'est eux qui ont pris la chose en main. D'accord. Voilà. Et qu'est-il arrivé aux témoins et aux chiens qui ont été confrontés au phénomène ensuite? Alors ça c'est le lendemain. Oui. Le lendemain, donc les gars sont revenus sur la base, il y a eu des briefings, ils ont été mis en quarantaine et vraisemblablement on leur a dit vous pour l'instant vous êtes ici, vous êtes interdit de voir quiconque sur la base et d'avoir un quelconque contact avec vos collègues. D'accord. Et là donc ça concernait les deux personnes qui étaient blessées ou l'ensemble du personnel qui ça était concernait confronté? l'ensemble des gens qui étaient intervenus, premier inter, deuxième inter. Donc il devait y avoir à peu près une dizaine de personnes. D'accord. Voilà. Et donc, en ce qui concernait les chiens, il fallait absolument récupérer les chiens parce que là, ça constituait un danger, les chiens de guerre comme ça en liberté. Donc, ils ont renvoyé une autre équipe sur le terrain. Bon, entre-temps, tout était redevenu normal, évidemment, le silo était désert. Ils ont envoyé une équipe sur le terrain avec d'autres chiens pour trouver les premiers. Et ils ont trouvé les premiers chiens qui avaient fait des trous dans la caillasse, dans le sol, et qui étaient sous la caillasse. Oh là, d'accord. Donc moi j'ai déjà vu ce genre de phénomène avec un chien. Pour qu'un chien fasse ça, il faut qu'il soit fou, quoi. Il faut qu'il soit complètement désespéré ou qu'il ait peur de quelque chose d'irrationnel. D'accord. Et les deux personnes qui étaient blessées, on va dire, Alors, les personnes qui ont été, elles n'ont pas été proprement blessées, elles ont été assommées par un rayonnement quelconque parce qu'elles sont restées conscientes. D'après ce que j'ai pu savoir, elles étaient conscientes, mais enfin, elles étaient quasiment paralysées, quoi. Enfin, comme si elles n'avaient plus le contrôle de leurs muscles. Donc, un peu tétanisées. Donc là-dessus, ces personnes ont été dirigées vers l'adhérent. À l'issue des soins, ils ont dû suivre la même procédure que ceux qui étaient indemnes, c'est-à-dire qu'ils ont été briefés. On a arrêté leur service parce que c'était deux appelés. Leur service militaire a été suspendu et ils ont été renvoyés à leur famille. Oui. Ça, c'était pour les gens qui avaient été, disons, blessés, entre guillemets. D'accord. Les autres, ils ont été briefés et on leur a fait signer donc des contrats de confidentialité. Oui. Comme quoi ils passaient sous le secret défense militaire et qu'il leur été interdit d'évoquer quoi que ce soit sur cet événement, sinon c'était la cour martiale. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas combien ils étaient dans ce cas-là, ils étaient 3 ou 4 vraisemblablement. Et je pense qu'il y en a qui ont dû rester sur la base, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a notamment le sous-officier a dû rester sur la base parce que lui, il était déjà donc sous contrat militaire, donc on pouvait le faire taire comme on voulait. Donc le sous-officier, je crois que c'était un sergent qui était avec eux, des commandos, et donc lui, il a consigne il a signé son papier, consigne de se taire, et après c'était terminé. D'accord. Et je suppose qu'il y avait une certaine, à votre retour, parce que vous n'étiez pas présent, mais quand vous êtes revenu, je suppose qu'il y avait toujours donc une certaine effervescence à la base. Et comment réagissaient les gens? Ils en parlaient ou c'était vraiment secret, ils disaient rien? Bon, il faut savoir que les militaires,
sensibles, ce qu'on appelle un site sensible militaire, Oui. ils ont des obligations donc de discrétion. Ils sont habitués à avoir une certaine discrétion. Bon, ils sont éprouvés, on voit si les gars sont sérieux, s'ils ont un comportement discipliné, et ceux qui sont disciplinés sont conservés. Ceux qui ne sont pas disciplinés, on les envoie s'occuper des cuisines et puis de l'infrastructure base. Donc c'était des gars qui étaient habitués à se taire, des gars sérieux, donc ils n'ont pas trop disséminé autour d'eux. Ils sont venus vers moi parce qu'ils savaient que je m'occupais des affaires OVNI, ça m'intéressait. Oui. Et autrement, sur le reste de la base, il y a aussi que les techniciens du groupe technique de maintenance missile, qui eux ont été appelés après à contrôler donc le missile, et qui sont intervenus aussi pour contrôler les systèmes de défense passifs, c'est-à-dire d'alerte et puis de remontée d'alerte du silo. Donc eux, ils étaient au courant, mais comme ils étaient tous des spécialistes techniciens sous-officiers, ils étaient, pour ainsi dire, ils avaient l'habilitation secret défense, comme moi, et donc ils ne pouvaient pas parler, ne rien dire. D'accord. On a eu d'autres phénomènes qui se sont produits d'invasion électronique, on en parlera peut-être plus tard, d'invasion électronique des PCT, des postes de commande de tir de Louis XIII, où ils ont été obligés d'intervenir plusieurs fois. Et là aussi, ce qui s'est passé, qui dépasse l'entendement, est toujours resté secret. Oui, d'accord. Oui, effectivement, il y avait une forme de tension, donc je pourrais dire de tension dans l'air. Oui. Les gens étaient sur la défiance vis-à-vis des autorités, mais ils étaient surtout un peu désarçonnés parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Oui, ouais, ça se comprend, oui. Dans ce reportage, on a vu un autre militaire qui a témoigné concernant des problèmes avec les chiens au plateau d'Albion. Donc vous avez évoqué des chiens qui étaient apeurés. Oui. Et avez-vous personnellement eu des connaissances d'autres réactions de chiens présents là-bas, d'autres soucis, d'autres phénomènes de ce type? Alors, on va reprendre effectivement l'affaire des chiens que je n'ai pas fini de développer. Oui. Quand les chiens ont été récupérés, ils avaient de nombreux stigmates sur le corps. Donc ils ont été euthanasiés, parce qu'ils étaient dans un état épouvantable. Oui. Et ils ont été dirigés vers le groupe cynophile de la base, qui est même un escadron cynophile, où on forme les chiens de guerre. Son vétérinaire a euthanasié les chiens, et puis ensuite il a fait une autopsie des chiens. Cette autopsie a donné lieu à un rapport, qui est parti donc au commandement des FAS. Et puis dans la foulée, les chiens ont été incinérés. D'accord, parce que... L'affaire a été enterrée comme ça pour ce qui était des chiens. Pour ce qui est de l'attitude des chiens, ça c'est autre chose, qui est totalement différent. D'accord, parce que nous, l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure, c'était, ça se passait en 1987, donc bien après, cette période en fait. Oui, donc ce qui s'est passé en 1987 avec les chiens, je ne sais pas, puisque moi je suis parti en 1986. D'accord. Donc, moi, je vais vous dire de ce qui se passait avec les chiens certaines nuits quand on savait qu'il y avait des étrangers qui étaient sur la base. Alors ça, c'est une affaire qui relève des Black Ops, c'est-à-dire des escadrons Black Ops qui interviennent quand il y a des problèmes, des incidents avec des ovnis. Il y a plusieurs appelés sur la base qui ont eu l'occasion de voir des étrangers arriver sur la base quand la base était en configuration de défense. Donc on faisait donc en quelque sorte une fermeture de la base, configuration de défense comme pour un exercice de défense normal, stade C, stade D. Donc stade C on fermait la base, stade D on confinait les personnels partout sur la base à leur poste de défense. Donc le commandement mettait la base en stade C, et puis ensuite il passait la base en stade D, et il y avait des étrangers qui, comme disaient ces appelés, bizarres, et qui arrivaient, qui mangeaient à part, qui ne mangeaient pas avec nous au mess, qui avaient leur ration, qui avaient des combinaisons bizarres, et qui ne travaillaient qu'avec le commandement. Ce sont ces Black Ops, mais ça c'est un volet extraordinaire de la chose, les Black Ops, qui venaient sur la base quand on avait des petits problèmes avec les ovnis. Et quand ils étaient là, les matériels qu'ils utilisaient, je ne sais pas à quoi ça servait, si ça servait à faire des détections ou
ou à faire, ça émettait des ondes scalaires quelconques. Et les chiens, qui sont très sensibles aux ondes extrêmement basses, Oui. les ondes scalaires, de très longue fréquence et de haute amplitude, sur le groupe cynophile se mettaient tous à hurler la nuit. Donc moi, quand j'étais d'alerte aux dames, parce que la nuit on était en vigilance, on ne dormait pas, et c'était caractéristique, certaines nuits, on entendait les chiens du groupe cynophile qui étaient intenables, comme si on était en train de les titiller avec des bâtons et une pointe au bout. Oui. Ils étaient quasiment enragés, quoi. Et ça pouvait durer presque toute la nuit. D'accord. Là, effectivement, on touche à un autre sujet où on avait des étrangers sur la base auxquels les chiens étaient extrêmement sensibles parce qu'ils utilisaient des matériels non conventionnels. D'accord. Et ces étrangers qui restaient sur la base, ils restaient pendant combien de temps? Ils faisaient quoi exactement? En général, ça ne durait pas très longtemps parce qu'on ne peut pas tenir une base en stade T plus de 24 heures. Il y a tout un tas d'opérations sensibles sur une base comme c'était le premier GNS, où on ne peut pas tenir les gens hors de leur poste de travail. Donc nous, on avait des maintenances sensibles nucléaires quasiment tous les jours. Il y avait des convois assurés à l'extérieur de la base pour l'approvisionnement des matériels du CEA, pour aller sur les ZL, pour faire la surveillance des ZL, au point de vue technique je parle. Donc c'était pas possible de maintenir un stade D plus d'une journée et une nuit consécutive. Donc en général, ces gens-là venaient pour une nuit et ils repartaient le lendemain, matin ou dans le courant de la journée. Et personne ne savait ce qu'ils faisaient exactement? Alors officiellement, c'était secret défense. Hein. Oui. Officiellement, c'était des gens qui étaient là envoyés par le commandement des opérations. Et c'était des groupes spéciaux, des commandos spéciaux qui étaient là pour tester les sécurités de la base, pour tester les défenses de la base. Voilà. D'accord. C'était ça, on va ainsi dire, ce qui était donné comme but officiel. C'était pour tester les défenses de la base. D'accord. Est-ce que vous pensez que malgré le fait que la base a été démantelée avec les ogives, est-ce que vous pensez que maintenant il ne se passe plus rien? Est-ce que vous avez des échos quelque part encore ou plus aucun contact? Il y a toujours eu des phénomènes sur le plateau d'Albion. Je relate des phénomènes de poursuite d'engins entre les hélicoptères de la base et puis ces engins. Et puis le phénomène selon lequel ces engins arrivaient à disparaître dans les collines. Ils étaient pour ainsi dire absorbés dans les collines et que personne n'arrivait ni à les intercepter ni à expliquer de quoi il s'agissait. On avait ce phénomène donc d'interception ratée et on avait d'autres phénomènes qui consistaient à une perte de contrôle des postes de tir de PCT, Brustrel et Rayanet par une infestation de leur calculateur, une infestation électronique de leur calculateur. On a eu, moi de mon époque, ça devait être en 88 ou avant 80 je veux dire, ou avant 86. Avant 80 je n'étais pas encore contrôleur. J'ai eu écho, moi, de gens du groupe technique de maintenance missile, du GTMM, qui étaient chargés donc de la maintenance électronique des PCT, qui ont dû intervenir à plusieurs reprises parce que les officiers de tir avaient perdu le contrôle de leur calculateur. Ils n'arrivaient pas à reprendre le contrôle de leur calculateur. Et quand les mécanos sont arrivés sur place, ils ont été obligés de déconnecter tout le système pour arriver à reprendre le contrôle des calculateurs. En quelque sorte, il y avait une forme d'autorité qui avait pris les calculateurs sous son contrôle et qui s'amusait à désactiver les silos. D'accord. Et visuellement, on voyait quelque chose, il y avait des dépassages, j'allais dire presque fréquents, mais ça arrivait quand même qu'il y ait des passages d'objets non identifiés au-dessus de la base. Je vais vous raconter l'histoire d'un camarade qui faisait partie de la sécurité, des services de sécurité, en quelque sorte secret de la base, hein, qui maintenant est à la retraite. Un jour, ce garçon il était descendu donc à Apt, il remontait, il devait être 1h du matin,
et dans sa voiture, une Alfa Romeo à l'époque, et c'est un garçon bien vivant, hein, il ne voulait pas croire à ce truc-là, on en avait déjà parlé plusieurs fois, il avait dit tout ça c'est des bobards, je n'y crois pas. Et quand il est arrivé, c'est près de Saint-Christol, il y a deux engins qui l'ont survolé, qui devaient ressembler vraisemblablement à ce qu'il a dit à deux grands cigares, qui étaient éclairés comme des arcs-en-ciel, et qui l'ont survolé, mais alors ils sont passés à peu près à 1 mètre au-dessus du toit de sa voiture. Et là, il a perdu le contrôle de sa voiture. Oui. Et il a failli finir. Sa voiture a terminé en équilibre entre le bord de la route et le ravin. Et là, il est revenu. Ça lui a pris une demi-heure à peu près pour se remettre de ses émotions. Il est sorti de sa voiture, il est tombé par terre, il ne voyait plus rien. Et après, il a repris sa voiture, il s'est sorti de son pétrin. Il est venu directement me voir, il avait quasiment 2 heures du matin, il a frappé à ma chambre, il m'a fait le bazar à la porte, et il m'a dit, écoute, Jacques, c'est pas possible, ce truc, tu avais raison, je vais te raconter ce qui m'est arrivé, il avait du mal, il était frénétique, il ne tenait pas en place, alors que c'est un garçon qui était hyper calme. Ouais. Et il m'a dit, voilà, maintenant ce que tu m'as dit, c'est vrai, il y a 2 trucs qui me sont passés au-dessus, j'ai cru que c'était la guerre de l'étoile. Ah, d'accord. Et là, ce genre de phénomène se produisait souvent. Par les civils, en observation par les civils, en observation par nous les militaires. Quand on quittait une zone de lancement, il était fréquent que ce genre de manifestation, d'objets, si on peut dire, il arrive et se mettent en stationnaire au-dessus des zones. Et c'est là, à ce moment-là, que les hélicos qui encadraient donc le convoi revenaient sur le site pour essayer de poursuivre l'engin, et que l'engin se barrait dans les collines. Il n'y avait pas moyen de le rattraper, il était absorbé par les collines. Et ce genre de phénomène est arrivé souvent. D'accord. Le fait que Jimmy Dieu avait demandé effectivement, officiellement, pouvoir exercer une surveillance des silos, mais il n'a jamais eu cette autorisation parce que ce genre de phénomène se produisait que quand on avait armé un silo et qu'on avait posé une ogive dessus et que le silo avait été mis en position opérationnelle. D'accord, d'accord. Donc, c'est à ce moment-là qu'on avait ce genre de manifestation sur les silos opérationnels. Les silos qui étaient non opérationnels, rien ne se passait. Et à partir du moment où on avait posé une ogive, on savait que les silos étaient sous surveillance. D'accord. Surveillance étrangère. Ouais. Et parfois la surveillance, elle était vraiment très rapprochée, au point de déclencher les alertes sur les alarmes électroniques sur les silos. Je vais peut-être faire une dernière question parce que c'est vrai que le temps passe. Je voulais vous demander en fait quelles sont vos impressions sur l'ensemble en fait d'Albion. Est-ce que ça a changé quelque part votre vie, votre vision de la vie, votre vision des choses? Totalement. Totalement, parce qu'il m'est arrivé autre chose. Quand j'ai commencé donc à travailler sur les ogives, ça devait être vers 1982-83 à cette époque-là. J'étais déjà lâché pour ainsi dire, lâché sur les olives. Et donc moi le matin, je partais de bonne heure en tenue ultra légère et je faisais mon jogging. Et là je croisais les commandos, c'est comme ça qu'on a eu souvent des contacts entre nous. J'avais un protocole le matin, en général vers 5 heures, j'étais debout. Au plus tard vers 6 heures. Le temps de me prendre une douche, de prendre mon petit déjeuner et tout. Et ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'est qu'en me levant un matin, je me suis assis sur mon lit, le temps de rétablir un peu la réalité. Je regarde mon réveil, c'était un petit réveil avec des diodes bleues, à cette époque-là, diode luminescente. Et puis je vois, bon, il devait être 5h15. Bon, c'est bien, je souffle, puis tout d'un coup, pas plus rien. Et j'ai eu une suite donc de flashs, plus ou moins longs les uns les autres, il y en a eu 4, hein, où je n'étais plus de ce monde, j'étais même plus sur Terre. Et donc, dans ce premier flash, je me suis retrouvé dans
une ambiance, une atmosphère de rouge, avec des grandes flèches noires qui pointaient vers le ciel, Oui. et puis des nuages rouges, et comme si j'étais dans une apocalypse de guerre, avec de la poussière, tout qui était plus ou moins détruit autour de moi. Et ça a été le premier flash. Donc celui-là, je n'ai pas vraiment expliqué ce qui s'était passé. Simplement, je le résume par le fait que c'était une ambiance de guerre. Et vous aviez toutes vos sens, vos sensations, par exemple J'avais toutes mes sensations, parce que j'étais, dans ce premier flash, j'étais pas sur mes jambes. Je m'étais mis quasiment accroupi à quatre pattes par terre, et j'attendais la fin, quoi. Et je ressentais tout. Je ressentais le gravier, je ressentais mes mains, je ressentais mon corps, et puis la poussière que j'aspirais, et la chaleur, et puis cette pression. J'avais une perception extraordinaire qu'on n'a pas normalement dans un rêve. J'avais une perception quasiment à fleur de peau de tout. Comme si vous aviez franchi une sorte de vortex. Et ça a dû durer ça a dû durer quoi, 3, 4, 5 secondes en temps de perception humaine. Et après, je suis passé dans un autre. Et là, je n'étais plus sur Terre, j'étais devant une grande vitre. Alors, je me tire comme ça au début. Et je voyais la courbe, l'ordre terrestre. Et puis, le noir au-dessus, où il n'y avait aucune étoile. Je commençais à regarder en haut, en bas, autour de moi, et je m'étais aperçu que j'étais dans un genre d'amphithéâtre, à mon niveau. Et derrière moi, c'était pas des sièges qu'il y avait, c'était des sarcophages. Je regarde en haut, je me retourne à nouveau vers cette vitre, et je regarde en haut, je m'aperçois qu'elle se prolongeait de plusieurs dizaines de mètres, et en bas aussi. Et en bas, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a d'autres niveaux, et d'autres niveaux qui sont constitués, d'après ce que j'avais pu voir, de la même manière. J'étais appuyé sur la rambarde, et je regardais en bas, il y a une coursive qui s'est allumée, et je voyais quelque chose dans cette coursive qui bougeait, ce qui semblait être un être humain, mais il n'avait pas les proportions d'un être humain, et qui me parlait, je voyais que sa silhouette. Et il me parlait, mais on ne parlait pas. On échangeait, mais je ne parlais pas. Il y avait dans ces sarcophages une nouvelle espèce donc, qui avait été créée, et que ces sarcophages étaient destinés à protéger ces êtres qui étaient créés avec des humains de la Terre, à les protéger du voyage qui allait se passer à plusieurs années-lumière. Les sarcophages avaient un aspect particulier, un peu comme du verre noir, un peu comme du carbone, mais cristallin. Et dans ces sarcophages, il y avait un être, un sarcophage qui était à côté de moi, et j'avais un sentiment d'appartenance et de lien très profond avec l'être qui était dans ce sarcophage. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Un peu une forme de lien amoureux. Oui. Et il m'a dit, tu vas t'occuper de lui, tu fais très attention à lui, et puis tu vas t'occuper d'eux aussi. Voilà. Et pendant le voyage. Oui. Et après, on est passé à un troisième flash. Et ce troisième flash, on était dans un paysage très verdoyant. Il y avait une immense maison du genre un peu colonial. Il y avait des enfants qui criaient, qui jouaient. C'était un tabernacle intenable dans cette maison. Et moi, j'étais sur une colline un peu en surplomb, et je voyais donc toute cette brousse tropicale qui s'étendait. Et quatrième flash, je me retrouve à longer ce bâtiment, qui était extrêmement haut, avec des arbres autour de moi qui devaient mesurer une dizaine de mètres de haut, et je discutais avec quelqu'un à côté de moi. On était en train de discuter des conditions qu'on allait établir pour la colonie, parce qu'on était là pour une période transitoire, on ne devait pas rester, mais il fallait s'occuper des enfants, des familles qui étaient là. Donc ça, c'était le quatrième et dernier flash que j'ai eu. Et après, pouf, je suis revenu à moi, et que j'ai regardé l'heure, il était à peu près à la même heure. Rien n'avait changé. Ce sont les seules expériences, j'allais dire paranormales, qui vous sont arrivées ensuite? Personnellement, ce sont la seule expérience paranormale qui m'est arrivée vraiment
dû peut-être surveiller, puisque une nuit, ma femme a été réveillée et puis il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un dans la chambre. Donc moi je dormais. Elle m'a pas dit de quoi il s'agissait, mais elle a été, disons, un peu choquée parce que c'était pas humain et ça faisait la hauteur de la porte. Elle m'a dit ça ressemblait c'était un peu reptilien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Apparemment, cet être nous regardait, la regardait elle, et puis à un moment donné, plus rien, et ça a été très court après elle. Elle m'en a pas parlé. Un jour, elle dit, tiens, ça c'est ce que j'ai vu une nuit. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, mais c'était, quand est-ce qu'elle m'a dit, 3-4 ans plus tard. Elle n'aime pas trop parler de ces choses-là parce que ça la déstabilise. Par souci d'honnêteté et de transparence, nous vous informons que ce dernier témoin est un ami de Marc Gray depuis plusieurs années. Il s'était déjà confié à plusieurs reprises à Marc sur ses expériences. Nous avons jugé bon d'inclure son témoignage, puisque vous allez le voir, il est de nouveau question d'expérience, de temps manquant et de visites très particulières. Écoutons la conversation de Marc et de Kirill. Allô Kirill, salut, c'est Marc. Comment vas-tu? Oui, salut, oui. Ce qu'on voulait faire, tu sais, pour le documentaire, c'est que tu nous racontes tes expériences à la base d'Albion à l'époque. T'es resté 5 ans là-bas, c'est bien ça? Oui, mais à l'époque, je m'intéressais pas vraiment à tout ça. Ouais. Et on savait pas c'est quoi la base. Mais oui, il avait, voilà, il avait des témoignages d'un ami. Ouais. Nous, on fait les footings. Il y a un parcours là-bas. Et donc, il s'arrêtait pour marcher un petit peu. Il était fatigué. Et il a perdu et de réveiller devant les bâtiments. Et il fallait marcher quand même 1 heure pour arriver jusqu'à ce bâtiment. Ah oui. Oui, il était dans un cours devant les bâtiments et avec les temps qui n'est pas passé en fait. Si, il avait des choses bizarres quand même. On connaissait des maîtres chiens, oui, mais bon. Des maîtres chiens, oui. Oui, c'est le même quartier en fait. Ouais. On n'était pas trop confrontés avec eux parce qu'eux, ils ont son bâtiment et ils ne mangent pas pareil comme nous. Ah oui, d'accord. Et toi, t'es resté pendant quelles années là-bas? 99-2004. Ah donc, c'est pas si vieux que ça, hein, finalement. On était première arrivée en fait. Et c'est nous qui construisons tous les bâtiments, etc. On était toutes premières dans ce régiment. Mais toi, tu as eu la visite après de Petit Gris sous la tente, alors que tu faisais le chemin de Compostelle, d'après ce que tu m'avais raconté, hein. C'est la tente, c'est génial, c'est incroyable. Et même avant d'installer les tentes, je me dis qu'il y aura quelque chose qui va se passer, je sentais. Ouais. Et quand je dormais, je sens la présence de quelqu'un, on ne me laisse pas me réveiller, et j'essaie de forcer pour me réveiller, pour crier, etc. Et d'un coup, je me réveille dans un fumée verte. Il a une tête on dirait Zeta, d'extraterrestre qui se penche au-dessus de moi, à travers de cette lumière. Et hier, elle est très lumineuse, très blanche. Et après, j'ai été endormi quand j'ai vu cette personne-là. D'accord, mais il ressemblait à un Petit Gris en fait. Bah oui, c'était gris. En visage, c'était gris. Et en plus, cette lumière, cette fameuse lumière. Et moi, je parlais avec des gens aussi. On me disait certains gens qui ont vécu cette lumière, fumée. Oui. Cette fumée verte, ils ont vécu, et pas que moi. Oui, alors tu as peut-être senti des odeurs, non? Non, je ne me souviens pas l'odeur. Je me souviens un très très bonne épaisseur, très très épaisse. Mais quand elle est penchée devant moi, j'ai vu le gris au-dessus de ma visage. Il était à 15 cm de ma visage. Et là, j'ai été endormi complètement. Je me suis réveillé le matin. Et donc... Il fait froid et je n'ai pas regardé si j'avais des cicatrices. Il faisait très froid le matin. Je dormais sous la pompe. C'était déjà hiver, je pense. Et tout ça, ça t'arrive depuis que tu étais basé là-bas ou c'est récent? Non, à la maison, chez moi, ça m'arrivait de voir des choses dans la chambre. Quand j'étais jeune, peut-être 5 ans, 6 ans, quand j'ai vu quelqu'un dans la chambre. Et j'ai crié, ma mère, elle est dormie, elle ne s'est pas réveillée. Et elle m'a dormi dans la même pièce à l'époque. J'étais toute petite. Cette personne, il avait 2 mètres, toute noire. Pourquoi 2 mètres? Parce qu'il est rentré à peine dans le porte du balcon. Ah oui, la porte du balcon, voilà. D'accord. Oui. Moi je me suis réveillé avant de m'endormir, en fait. Je lutte, en fait, pour ne pas endormir. En fait, ça s'est intensifié depuis que tu as passé 5 ans à Albion, hein. Oui, ça s'est intensifié. Ça c'est clair qu'il y a beaucoup de choses. En plus, il y a des choses vraiment que je peux voir, comme cette entité, les 3 entités.
Après, les femmes, les présences des femmes dans la chambre qui partageaient son énergie après avoir été vides par ces entités-là, ça c'est étrange. Oui, oui. C'est intéressant, oui. Oui, c'est intéressant, mais tu sais que ça peut être aussi des souvenirs écrans. Hein. Ils t'ont peut-être envoyé une projection d'une femme pour... Ils m'ont envoyé des propositions pour me faire peur, en fait. Quand j'étais dans ma chambre à Saint-Malé à Saint-Gertrude, je me suis réveillé la nuit, il y avait ces gens-là qui voulaient m'endormir. Déjà, je me suis réveillé au-dessus du plafond. On m'a posé doucement sur mon lit, et essayé de m'endormir à nouveau, en croisant mes bras sur ma ventre. Ah oui. Et moi, je luttais en fait grave. Je ne dormais pas, je luttais, je tournais la tête. Et là, d'un coup, je suis retourné à gauche et j'ai vu un garçon et une fille pendus au-dessus de mon lit en fait. Ils étaient pendus. C'était une horreur quoi de voir ça. Ah oui. Dans ma chambre. Oui. Ouais, mais je pense que c'est eux qui ont envoyé cet écran, cette machin pour me faire peur, parce qu'on dégage énormément de choses dans le moteur. Oui, oui. On a énormément d'énergie. Ah oui, j'ai senti de partir plein d'énergie quand j'ai eu peur. Oui. Voilà, et Oui, c'est grâce à ça qu'ils m'ont réussi à m'endormir, mais je me suis réveillé après. Mais ils se nourrissent de ces émotions de peur, en fait. C'est ça. Je me souviens que tu étais à 5 minutes de chez moi, à Molivrier Sainte-Gertrude, et tu m'avais dit que tu avais senti la présence de 3 êtres, et un avait ses doigts... Voilà, j'ai senti ses doigts mous, comme s'il n'avait pas d'os. Oui. Voilà, c'est bizarre, ouais. Ok, tu as essayé de tourner la tête, c'est ça? Je vais ses mains déjà parce qu'un qui était derrière, les deux, il était à côté. Et celui qui est derrière, il a mis à travers de moi ses mains avec les miennes au bas du ventre. Parce que moi, je glissais mes mains et il voulait absolument que je garde les positions des mains sur le ventre. Et chaque fois que j'ai réussi à glisser mes mains, il les prenait à nouveau et les croisait sur ma ventre. Et là, je sentais ses mains, ses doigts mous. Voilà, mais vraiment des êtres sans os. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de squelette, je veux dire. Ils n'ont pas de vraiment visage. Ils ont 2 yeux, mais ils n'ont pas de vraiment... Ils ont le nez qui tirait, en fait, il est ovale. Il n'y a pas de vraiment le nez qui dépasse, il n'y a pas de dents. Non, c'est comme s'il n'avait pas de bouche non plus. Vous venez de découvrir 3 témoignages saisissants concernant le plateau d'Albion. Je tiens à signaler qu'il s'agit de témoins réels qui ne se connaissaient pas entre eux et qui étaient en service à différentes époques lors des faits. On trouve des similitudes incroyables concernant ces témoignages, à savoir des individus exposés à des temps manquants et la visite d'entités. Nous l'avons vu, le fil conducteur de ce documentaire sont les fréquences, naturelles et celles utilisées par les hommes et d'autres entités. Il est évident que le ministère de la Défense et ses dossiers top secrets est un véritable gardien de la matrice. Et ce n'est bien sûr pas un hasard si ce lieu est discrètement suggéré dans le film Les Gardiens de la Matrice. Mais j'aimerais maintenant vous guider vers d'autres de mes recherches personnelles. Au milieu des années 90, la base d'Albion a finalement été démantelée. Mais faut-il y voir un rapport avec les intrusions et actions d'entités étrangères sur ce site? Continuons notre recherche de points communs. Ne voyez-vous pas un puzzle qui semble se constituer? Depuis ce démantèlement, un immense pôle est en train de se constituer. La DGSE, un nouveau contingent de militaires, des recherches de pointe sur la masse manquante de l'univers, des mesures sur la fréquence Schumann, ou encore l'observatoire astronomique Sirène. Je vais maintenant enfoncer le clou sur vos soupçons avec quelques-unes de mes recherches personnelles. Plus récemment, à 3,5 km de la base d'Albion, l'ONERA, Office national d'études et de recherche aérospatiale, a installé la gigantesque antenne GRAB. Vous ne connaissez probablement pas l'ONERA. Eh bien, sachez que l'ONERA, avec la contribution de Christian Marshall, a très largement contribué à la rédaction du rapport Cometa sur les ovnis. Ce rapport, intitulé « Les ovnis et la défense, à quoi devons-nous nous préparer ?», avait été transmis à Lionel Jospin en 1999. Cette nouvelle antenne GRAB installée à Albion est opérationnelle depuis 2005. Ce système de veille spatiale détecte des objets positionnés entre 300 à 1000 km d'altitude comme des radars, mais aussi d'autres objets non répertoriés. Officiellement, il n'est pas possible de déterminer si ces objets constituent des débris ou sont encore en activité et encore moins de déterminer le cas échéant quelle est leur origine. Il y a quelques jours, le 12 décembre 2016,
l'ONERA a déclaré que l'antenne grave allait encore très prochainement améliorer ses performances. Je me suis alors demandé pourquoi cette antenne était située à une si longue distance du pôle d'Albion. Et là, nous revenons à notre fil conducteur. Les radars émettent des rayonnements électromagnétiques, des basses fréquences, parfois excessives. Je ne m'attarderai pas sur le nom grave qui a été choisi pour ce radar et qui rentre dans la lignée du radar Satan français ou encore du télescope Lucifer du Vatican. Et je vous invite à faire vos propres recherches sur la symbolique savamment orchestrée dans le choix de ces initiales. Puisque nos témoignages évoquent des phénomènes inexpliqués à Albion, et puisque le démantèlement a laissé place à de véritables labos de recherche spatiale, j'ai eu l'idée improbable que ce pôle pouvait être aussi un centre d'études sur les ovnis. L'idée n'est pas si farfelue lorsqu'on constate que l'ONERA travaille sur le phénomène ovni. Lors de ma poursuite de recherche sur ce documentaire, j'ai observé les photos prises du ciel de la base d'Albion. Et ce que j'ai découvert m'a littéralement choqué. Je vous laisse quelques secondes observer avec attention cette image. Peut-être n'y voyez-vous rien de particulier, mais ces lignes noires à l'intérieur de ce triangle blanc m'ont immédiatement rappelé une image que j'ai déjà vue, la plaque de Pionir. Il s'agit d'une plaque métallique embarquée à bord de 2 sondes spatiales lancées en 1972 et 1973, Pionir 10 et Pionir 11, sur laquelle un message est gravé à destination d'éventuels êtres extraterrestres. Un homme et une femme représentés, ainsi que plusieurs symboles, fournissant des informations sur l'origine des sondes. Un message destiné aux extraterrestres. J'ai eu l'idée folle de superposer ces 2 images. Et lorsqu'on les superpose en miroir, voilà ce que ça donne. Incroyable, n'est-ce pas? Certains y trouveront encore une simple coïncidence. Je n'irai pas plus loin. Il s'agit simplement d'autres pistes d'ouverture que je vous laisse le soin d'interpréter selon vos convictions personnelles. Chers rebelles et résistants contre la matrice, je ne dirais pas contre, mais pour aller au-delà du simple premier degré et le simple voile d'illusion de la matrice, allez voir le film de Michel et bientôt, rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures.